Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre dans La Techné, ce 4e numéro consacré à la 3e cohorte de l'école congolaise d'optique. Cette école créée dans l'objectif de soulager tant soit peu les problèmes oculaires de la population congolaise. Rappelons-le, cette école a été inaugurée le 31 octobre 2021 par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, accompagné de Ghislain Thierry Magessa Ebomé, ministre de l'enseignement technique et professionnel. Alors, quel est l'état de santé de celle-ci depuis sa création à nos jours et quelles en sont les perspectives? En tout cas, autant de questions trouveront sous peu des réponses. Bernida Sitou et Ilurich Adzobi vont s'entretenir avec le professeur Thierry Yonza, coordonnateur de ce projet. C'est parti pour La Techné. Professeur Thierry Yonza, une fois de plus, merci de nous recevoir chez vous. L'école congolaise d'optique, la première en Afrique centrale, a été inaugurée en octobre 2021 par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. 2 ans après, comment se porte-t-elle? D'abord, je voudrais rectifier une chose. Ce n'est pas la première école d'optique d'Afrique centrale. C'est la première école publique d'optique de toute l'Afrique subsaharienne. Elle se porte très bien. Elle se porte très bien pour, à mon avis, 3 raisons. La première raison, c'est que ce projet, qui a été dès le départ soutenu et appuyé en contactant les différentes personnes impliquées là-dedans par le président de la République lui-même, cela a permis d'ouvrir certaines voies qui autrement auraient été compliquées à ouvrir. La deuxième chose, c'est que nous bénéficions du soutien du Premier ministre, vous l'avez dit, mais également du soutien du ministre Magessa Ebomé, qui est ministre de l'enseignement technique et professionnel, qui suit de très près ce projet et qui tient absolument à ce qu'il aboutisse. Et ça, c'est très important pour que ce type de projet aboutisse dans notre pays. Maintenant, il va très bien. J'espère que lorsque nous allons visiter les installations, vous vous en rendrez compte. Alors, professeur, à l'école, on forme des opticiens lunetiers. Un groupe de mots que je prends opticien, lunetier. Est-ce que les étudiants qui y sont aussi capables de fabriquer des lunettes médicales? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans les métiers qui concernent la vue, il y a plusieurs métiers et ça peut être confondant pour les gens. Ils peuvent avoir du mal à comprendre. Qu'est-ce que c'est un ophtalmologiste? Qu'est-ce que c'est un optométriste? Qu'est-ce que c'est un opticien lunetier? L'ophtalmologiste, lui, il s'occupe des maladies des yeux. C'est un médecin. Et quand il détecte qu'il n'y a pas de véritable maladie, mais que simplement on a du mal à voir parce que nos yeux sont un peu fatigués, ne voient pas plus loin, ne voient pas de près, etc., dans ce cas, il les envoie à un spécialiste qui est l'opticien, qui va confirmer ce diagnostic de juste difficulté de vue et qui va ensuite fabriquer les lunettes avec ce qui entoure la lunette, les montures. D'où le nom opticien lunetier. Mais il y a une chose importante également que nous avons introduite dans le pays. Normalement, ce sont les médecins qui font des ordonnances. Mais si nous voulons que toute la population congolaise ait accès à des lunettes, il faut que l'opticien qui s'installe à Ouesso, qui s'installe à Bunji, qui s'installe à Madingu, à Sibiti, puisse à la fois faire le diagnostic du problème de vue et faire une ordonnance pour pouvoir faire des lunettes. Donc nos opticiens lunetiers ont l'autorisation, une fois qu'ils ont diagnostiqué, qu'ils ont confirmé le problème de vue, ils ont l'autorisation de faire des ordonnances pour faire eux-mêmes les lunettes qui vont pouvoir aider la population. C'est pour justement parler des conditions optimales ici à l'école. Les étudiants sont-ils boursiers? Alors là, vous soulevez un autre problème qui est majeur dans notre pays. On donne de l'instruction, de l'éducation, mais il y a un aspect très important. Les moyens pour les élèves. Qu'est-ce qu'ils ont comme moyens pour quitter la maison, aller à l'école, revenir à la maison et aussi pouvoir profiter éventuellement des infrastructures comme Internet, parce que l'Internet, ce n'est pas à la maison qu'on l'a, c'est à l'école.
On veut faire un travail personnel à l'école, il faut se déplacer. Qui paye? Ça, c'est un point très très important chez nous. Et il y a peut-être beaucoup de jeunes qui laissent tomber parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et là, on a donné une bourse, effectivement, pour leur permettre à la fois de se déplacer pour venir à l'école, mais également de pouvoir se déplacer non seulement pour les enseignements en présentiel avec un professeur, mais aussi pour venir travailler eux-mêmes avec Internet dans leur école. Et donc, ils sont tous boursiers, exactement. Alors, professeur, depuis l'ouverture de cette école, vous êtes déjà à troisième formation, une troisième cohorte que vous avez lancée le 15 juillet dernier. Parlez-nous un peu de cette nouvelle vague. Alors, la nouvelle vague, effectivement, c'est la troisième cohorte, mais bon, vous ne voulez pas qu'on parle des deux premières, il n'y a pas de problème. Nous allons y arriver. On va y arriver. Donc, cette cohorte-là, elle doit répondre aux critères pour pouvoir postuler pour cette école. Pour ça, il faut être détenteur d'un baccalauréat scientifique pour ceux qui veulent devenir opticiens. Hein. Donc, détenteur d'un baccalauréat scientifique. Et puis, il faut avoir fait une année à l'université en sciences, année qui a été validée. On entre donc dans une seconde année, qui celle-là est une année uniquement consacrée à l'optique, pour devenir opticien lunetier. Ça se fait sur 2 ans après le bac, donc le diplôme décerné, c'est le BTS. Maintenant, il faut, dans son dossier, mettre un certain nombre de documents que je vais vous lister. Il faut avoir une demande manuscrite adressée au ministre de l'Enseignement technique et professionnel. Il faut une copie légalisée du dernier diplôme, un certificat médical délivré par un médecin désigné par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, un casier judiciaire, vierge évidemment, un certificat de nationalité et 4 photos d'identité. Juste une précision. Nous souhaitons que pendant les 3 premières années, on parlera tout à l'heure des partenariats, des partenaires qui travaillent avec nous, pendant les 3 premières années, que nous ayons un certain nombre d'opticiens congolais pour pouvoir aider la population en dehors des 2 grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire, qui sont les seuls à avoir des opticiens. Mais après, cette école doit s'ouvrir au reste de l'Afrique. C'est donc une école qui est destinée à devenir une école d'excellence pour toute l'Afrique subsaharienne. Professeur, vous avez parlé de l'un des critères qui est donc rendu obligatoire pour prendre part à ce concours. Je parle là du baccalauréat scientifique. Est-ce que tout détenteur du baccalauréat scientifique peut y participer? Je prends un exemple. Si j'ai un baccalauréat 2006, 2009, est-ce que je peux participer au concours d'entrée à l'école congolaise d'optique? Bien sûr, puisque le diplôme, vous l'avez acquis. On ne peut pas vous l'enlever. Oui, il est pris en compte, bien sûr. Il n'y a pas de péremption due à la durée entre le moment où on a eu le bac et le moment où on postule. Non, il n'y a pas de ce type de considération, bien sûr. Et pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, Là aussi, comment doivent-ils faire? Comment doivent-ils faire? À mon avis, c'est un faux problème. C'est un faux problème puisqu'on parle là d'un déplacement à l'intérieur d'un pays. Mais il y a des gens qui se déplacent pour aller faire des études au Canada, qui vont en France, qui vont... Là, c'est à l'intérieur du pays, ça ne devrait pas poser de problème. Non, je ne pense pas, non. Comment on doit faire? Alors, si votre question c'est où est-ce qu'il dépose le dossier, il dépose le dossier à la direction départementale, qui, elle, fait suivre le dossier à ce moment-là à Brazzaville, à l'ADEC. Mais c'est la direction départementale. Quelle est la date limite de dépôt des candidatures? Les candidatures l'appel à candidature a été ouvert le 17 juillet et c'est jusqu'au 14 août. Oui. Alors, professeur, on va parler un peu, vous avez bien évoqué, les deux premières cohortes. Ils ont été formés ici, mais après leur formation, ils ont bénéficié d'un stage pratique en France. Nous les avons accompagnés à l'aéroport Maya-Maya. Nous les avons également accueillis. Ils sont revenus au pays. Parlez-nous un peu de ces 2 premières cohortes. Alors là, il y a 2 problèmes différents. Il y a à la fois les enseignants que l'on a formés et les élèves qui ont été formés pour devenir opticiens. Il y a un point très très important dont il faut parler. Nous voyons souvent les organisations non gouvernementales étrangères venir faire des actions au Congo. L'action est faite,
l'ONG s'en va, il n'y a rien qui est resté. Nous ne voulons plus fonctionner comme ça. Ce que nous voulons, c'est que les ONG qui viennent avec des compétences du nord vers le sud laissent ces compétences dans le sud, qui doit ensuite pouvoir assurer la relève. C'est pour ça que l'écho dans le projet, il y avait la formation des opticiens, mais aussi la formation des Congolais qui deviennent enseignants pour pouvoir poursuivre cette formation une fois que les partenaires sont partis. Maintenant, pour répondre à votre question, ceux dont vous parlez, ce sont les enseignants que l'on a formés pendant la première cohorte et qu'on forme pendant la deuxième cohorte. Ceux de la première cohorte sont effectivement, il y en avait 3, ils sont partis en France. Il y en a 2 qui sont là en ce moment et que j'espère vous allez interviewer. Et la 3e est pour des raisons de santé, encore en France en ce moment, mais je pense qu'elle devrait nous rejoindre dans peu de temps. Voilà. Et en ce qui concerne les 2 précédentes cohortes, combien d'apprenants ont été formés au total ? Alors, si on parle uniquement des enseignants, pour les enseignants, on a décidé d'en former sur 2 années pour en avoir suffisamment. La première année, donc, il y a eu 3 enseignantes formées. Cette année-ci, on en a formé 4. Maintenant, il faut attendre, est-ce qu'ils auront ou pas leur examen ? Je l'espère. Comme ça, nous aurons un panel un nombre un peu plus important d'enseignants. Et en ce qui concerne les apprenants ? Maintenant, en ce qui concerne les apprenants, l'objectif, au départ, c'est de former 30 opticiens par an, pour qu'au bout de 3 ans, nous en ayons 90, en sachant qu'au Congo, il y a 88 districts. L'objectif affiché, c'est qu'il y ait un opticien par district. Bien sûr, ça sera difficile à faire, mais c'était ça l'objectif de départ. Voilà. Monsieur le professeur, vous avez dit tout à l'heure que l'ouverture de cette école au niveau du Congo-Brazzaville était en partenariat avec l'ONG Mutualistes sans frontières. Parlez-nous un peu de ce partenariat. Comment ça se passe? Alors là, en fait, on aurait même dû en parler dès le départ parce que vous m'interviewez parce que j'ai 2 casquettes. La première casquette, je suis le chef du projet Pré-Paramètre. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que Pré-Paramètre, c'est le projet de réforme de l'enseignement paramédical. En santé, il y a des agents de santé qui sont de 2 types, les médecins et les non-médecins. Moi, je suis responsable, à la suite de la confiance que le ministre Magessa Ibomé m'a faite, responsable de la formation de tous les agents de santé en dehors des médecins au Congo. Donc, l'école d'optique qui forme des agents de santé, j'en suis responsable également. Mais il y a la deuxième casquette. Vous parlez de l'ONG Mutualistes sans frontières. Je fais partie du conseil d'administration de Mutualistes sans frontières et c'est ce qui a permis, m'a donné les moyens d'initier le projet de l'école congolaise d'optique ici avec l'accompagnement de l'ONG Mutualistes sans frontières. Voilà. Qui fait d'autres projets. D'ailleurs, bientôt, Mutualistes sans frontières va initier un autre projet avec toujours ces 2 composantes, la pérennisation, donc former des Congolais, et le transfert de compétences nord-sud. Ça sera l'école publique d'ambulanciers du Congo, qu'on va appeler EPAC, qui va ouvrir le 15 novembre. Les appels à candidature vont partir bientôt, vont être lancés bientôt, et une filière d'infirmières urgentistes pour modifier l'accueil des malades urgents dans nos hôpitaux. Justement, professeur, nous aurons l'occasion de revenir vers vous pour parler de cette haute casquette que vous portez. Nous parlons de l'éco aujourd'hui. Professeur, nous avons parlé du partenariat entre l'ONG française Mutualistes sans frontières et le Congo. Quelle est la contribution de chacune des parties? Alors, Mutualistes sans frontières est le bras humanitaire du plus grand groupe mutualiste en France, qui est appelé le groupe Vive. Le groupe Vive a énormément d'argent, mais veut également s'impliquer dans tout ce qui est humanitaire. Et donc, c'est le groupe Vive qui finance, par le biais de l'ONG Mutualistes sans frontières, les projets qui sont actuellement gérés par Mutualistes sans frontières. Donc, Mutualistes sans frontières, son rôle, c'est de financer. Son deuxième rôle, c'est, lorsqu'on a un objectif de formation, nouer des partenariats avec des écoles, des instituts, des universités qui vont apporter cette formation au Congo.
Les étudiants qui sortent de l'école, ils obtiennent le diplôme du BPS. Mais quelle est la suite pour eux? Est-ce que c'est un centre de réinsertion ou bien après la formation, ils vont se lancer eux-mêmes dans le monde de l'entrepreneuriat? Le principal objectif de cette école, plutôt il y en avait deux, satisfaire aux besoins de la population, parce que comme vous le savez, il y a des opticiens qui à Brazzaville et Pointe-Noire, mais il y a un deuxième objectif important, c'est créer des emplois pour les jeunes. Donc les opticiens, ceux qui sortent d'ici, ils doivent, on souhaite en tout cas qu'ils aillent créer leur propre magasin d'optique, et nous savons aujourd'hui que les critères de réussite, c'est créer un magasin d'optique dans un village qui a au moins 10 000 habitants. Ça suffit pour que ça soit rentable. Alors ça leur laisse beaucoup de possibilités. N'y a-t-il pas un suivi par la suite? Vous ne faites pas de suivi de ces apprenants après avoir obtenu le BTS? Vous ne faites pas de suivi? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que quand on crée ce type de filière, on doit penser à créer un ordre. Il va y avoir l'ordre des opticiens. Les textes ont été rédigés pour qu'on puisse encadrer cette filière-là. Vous savez qu'il y a des gens qui font des lunettes dans les marchés. Vous savez qu'il y a des gens qui font des lunettes chez eux. Bon, tout ça, ça doit être encadré. Donc les textes ont été écrits. Ils vont être soumis au ministère de la Santé, puisque ce n'est pas nous qui gérons ce type d'ordre-là. La deuxième chose, c'est que les élèves qui vont sortir d'ici, qui deviennent donc non plus des élèves, mais des diplômés, ils ont créé une association. Les anciens de l'ECO. C'est donc une association qui va nous permettre d'avoir les informations que nous souhaitons. Enfin, troisième chose, bien sûr, il y aura un suivi. C'est à nous de déterminer les critères que nous souhaitons mettre en place pour assurer ce suivi et les aider en cas de besoin. Alors, professeur, je vais demander cette question qui me vient à l'esprit. Est-ce que, à l'heure actuelle, il y a déjà deux groupes d'étudiants formés ici? Si je peux, moi, m'acquérir une lunette médicale qui est conforme, parce que nous savons qu'ici, l'expertise est là dans la formation, où dois-je me rendre? Ah ben c'est très simple. Là, vous êtes juste à côté du magasin d'optique. D'ailleurs, j'encourage la population à venir, parce que ce que nous avons formé, ce n'est pas simplement des opticiens lunetiers. Vous savez que pourquoi je suis le chef du projet Préparamed? Parce que ce projet, il ne comporte pas seulement la formation en tant que telle. Ce projet, il est né d'un arrêté qui est sorti en 2018, qui modifie la formation pour les agents de santé, qui modifie l'offre de soins. Il faut augmenter l'offre de soins. Mais quand on parle de modifier la formation, il y a un point très important que les gens ont peut-être du mal à comprendre. La formation selon ce qu'on appelle l'approche par compétence. Mais l'approche par compétence, ça veut dire que les gens qui ont été formés selon ce modèle-là doivent savoir trois choses. Le savoir tout court quand on leur enseigne, le savoir-faire pour l'opticien lunetier, mais le savoir-être aussi, savoir recevoir, savoir parler aux gens, savoir leur expliquer ce qu'ils ont, savoir... Voilà, ce contact-là, quand vous allez souvent chez nos commerçants au Congo, il n'existe pas. Eh bien, j'encourage la population à venir dans notre magasin d'optique. Ils vont voir que nos opticiens ont ces trois savoirs, donc ils sont compétents. Les coûts sont abordables? Les coûts sont abordables, c'est fait pour ça. Alors, professeur, nous parlons aujourd'hui, le point clé, en tout cas, c'est cette troisième cohorte qui a été lancée, nous l'avons dit, depuis le 15 juillet dernier. Quel est le message que nous pouvons retenir, en fait, de cette nouvelle vague de formation? Le message, c'est le suivant. Il faut qu'on arrête de former, pour donner des diplômes. On peut être docteur, c'est très bien, mais si on n'a pas d'emploi, ça ne sert à rien. On peut avoir un master en quelque chose, si on n'a pas d'emploi, ça ne sert à rien. Là, on forme des gens qui vont avoir un métier, une compétence, dans un domaine où il est facile d'avoir du travail. Donc c'est très important. Mais en plus, il y a les conditions de formation. L'étudiant qui vient ici, il a une bourse qui lui permet de se déplacer, c'est déjà important. Il a un ordinateur portable pour pouvoir travailler où il veut, ici ou chez lui, une connexion Internet illimitée qui lui permet aussi de travailler ici quand il veut. Il a accès quand il veut. Donc, vous allez voir également, on parlait de l'approche par compétence tout à l'heure,
Mais l'approche par compétence, ça veut dire quoi? Qu'on donne les outils pour que l'apprenant puisse avoir la compétence que l'on vise. Et quand on va visiter l'école, vous allez voir on leur apprend à vendre, il y a donc un magasin d'optique, on leur apprend à faire des examens de vue, il y a donc tous les appareils nécessaires, et on leur apprend à monter des lunettes. Ils ont également tous les appareils nécessaires, ce qu'on va voir maintenant, si vous le voulez bien. Merci. La transition a été donnée par vous. D'accord. Alors, nous allons commencer par la salle de cours. Mais avant la salle de cours, vous avez Madame Orjani Filankembo, qui est le premier professeur en optique d'Afrique de sexe féminin. Donc là, vous l'avez devant vous. Vous avez ici Monsieur Chansi Apoulou, qui est l'autre enseignant. Donc, comment ça se passe? Dès cette année, ils ont commencé progressivement à prendre la place des enseignants français pour qu'à la fin du partenariat, ce soit eux qui assurent tous les cours, plus ceux que l'on forme cette année. Il y a déjà quelques cours qu'ils assurent. Ah oui, plus que ça. Oui, tout à fait, oui. Alors, professeur, juste une indiscrétion, comment sont-ils pris en compte? Comment ça se passe, leur rémunération? On s'occupe un peu de cette question aussi. On a monté un dossier pour qu'ils soient intégrés à la fonction publique. Entre-temps, ils sont payés avec une prime des partenaires Mutualistes sans frontières pour qu'ils aient un salaire, j'espère, relativement décent. Voilà. Et là, on va aller où? Et là, nous allons maintenant aller visiter ici, d'abord, la salle de cours. Voilà, il n'y a pas cours aujourd'hui, mais vous avez quelques apprenants qui sont habillés selon le code vestimentaire de l'école. Mais vous observez également, venez, approchez-vous, qu'on a installé des tables qui sont toutes des tables avec une prise d'alimentation pour que tous puissent se connecter à Internet de façon illimitée et qu'ils puissent faire fonctionner leurs ordinateurs portables. Ces ordinateurs portables leur ont été donnés gratuitement, bien sûr. C'est la deuxième cohorte. Ça, c'est la deuxième cohorte. Oui. Et là, sur le côté, vous avez donc ici 5 salles qui sont des salles où ils apprennent. Voilà, il faut regarder les appareils de l'autre côté, où ils apprennent donc les examens de vue. Donc 5 salles avec ce type d'appareil. Nous sommes les seuls au Congo en avoir autant, si je comprends bien. Bon, on va laisser les professeurs vous expliquer. Ça, c'est... En fait, je peux... Oui, allez-y. Donc, ça, c'est l'autokérator de réfractomètre, donc pour faire la kératométrie et la réfraction. Donc, ici, généralement, ça donne des valeurs objectives. Et avec ça, avec l'ordonnance, le ticket que nous avons ici, nous implémentons ces valeurs-là pour avoir une réfraction subjective notamment. Donc ça, c'est la tête de réfracteur. Okay. Voilà. Pour le profane, qu'est-ce que c'est? Pour le profane, c'est-à-dire qu'on utilise pour faire l'examen de vue avec. Donc ça, c'est manuel. Et ça, c'est la manette d'essai. Justement, si vous constatez, il y a des sphères pour chaque type d'amétropie. Maintenant, ici, là, c'est la même chose, mais là, c'est un peu plus rapide. Ça, c'est pour apprendre à faire des examens de vue. Nous allons maintenant passer dans la salle où Orjani, maintenant, va nous expliquer ce qu'il y a. À toi d'aller. Va expliquer. Où sommes-nous? Vas-y, va à côté d'elle. Ici, nous avons des meuleuses manuelles. La plupart des opticiens qui sont ici dans Brazzaville utilisent des meuleuses manuelles en taille à la main. Et ça, pour réussir à ça, c'est pas facile. Non, ça c'est pour fabriquer. Oui, ça c'est pour tailler des verres. Et là, nous avons des meuleuses automatiques. Et ça coûte très cher, les mouvements. Donc, pour en avoir, il faut être super riche. Et vous, de combien de temps en apprenant déjà passé à la pratique? À la pratique, on fait la pratique et la théorie en même temps. Oui. En fait, comme vous venez de voir, vous avez la vente, ça représente toute la théorie. Et puis après, nous le repartissons en gros.
voir cette manière de se d'apprendre. Donc ici, comme ma collègue vient de dire, ici nous avons une meuleuse. La meuleuse, là, elle est manuelle. Donc avec leur verre aujourd'hui, on leur apprend comment tailler le verre. Maintenant, avec le professionnalisme, une fois entré dans le monde professionnel, c'est même automatique. Non, qu'est-ce que je dis, le manuel, oui. Utiliser plutôt les meubles automatiques. Tout en ayant quand même une bonne connaissance sur le manuel. Sur le manuel, parce que je veux savoir comment tailler le verre, je ne fais pas au pif. C'est ça. Bien, nous allons passer maintenant dans le magasin. Alors, ici, les deux opticiens qui sont sortis de la première promotion et qui travaillent dans ce magasin d'optique, qui est ce qu'on appelle un magasin d'application, où on forme les apprenants. Tout ce que nous vendons ici, nous n'avons pas ça ici. Donc il y a d'autres éléments que nous achetons, mais certes, on essaie de prendre également en compte cet aspect-là, et ce qui fait en sorte que c'est vrai, c'est pas trop excessif comme ailleurs, 400 000 millions et tout. Ouais. Ici, les prix sont très abordables, ça je dois le dire, parce que évidemment, on essaie de baisser vraiment au maximum pour que ça soit autour des 60 000, 65 000. Pour vous donner l'exemple le plus banal, les progressifs ou ailleurs, on en aura 400, 350 et quelques. Ici, nous avons des progressifs à 75, 65, 66 et 100. Merci beaucoup. Merci, professeur. Mais de nous avoir reçus dans vos locaux. Je vous en prie, je pense que vous pourrez faire une vue d'ensemble, c'est magnifique, hein, très beau magasin. Exactement. Voilà. Et donc, les stages se font ici également. Oui, c'est vrai. Mais merci à vous d'être venu nous voir. Merci bien. Je vous en prie. La troisième cohorte est lancée, les candidats peuvent déjà s'inscrire. Très bien, vous avez vous-même entendu et noté ce que le professeur a dit. Faites vite, soyez professionnels pour, bien entendu, traiter cette question de vue qui se pose toujours avec acuité dans notre pays au niveau africain. Voilà, merci Bernida Sitou et Ulrich Adzobi. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'était La Techné. On se retrouve prochainement.